Du coup, à nouveau, bonjour à tous. Je vais vous présenter une introduction au sujet biodiversité et entreprise, et du coup faire le lien avec les politiques climat euh, des entreprises et montrer en quoi les deux sujets sont interreliés et du coup peuvent redynamiser les démarches environnement, carbone d'une entreprise. Alors, tout d'abord, un petit mot d'introduction. Une étude qui a été menée par le ministère du Développement durable l'année dernière a montré, comme vous voyez sur le graphique, sur le diagramme, la partie droite, que les démarches climat, gaz à effet de serre, énergie sont relativement bien prises en compte et présentes dans les grandes entreprises, un peu moins dans les PME. Par contre, on observe que les démarches biodiversité, donc sur la gauche du schéma, on voit qu'il y a vraiment un écart assez grand dans la prise en compte de ce sujet-là pour les démarches environnement et développement durable. Alors, comment est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce décalage entre les deux sujets? Une petite analyse rapide pourrait être la suivante, c'est de se dire que dans une démarche climat, on a des outils de diagnostic qui sont éprouvés, qui ont quand même quelques années, comme la méthode bilan carbone, comme le diagnostic de performance énergétique, ou des outils qui sont quand même structurés, qui ont déjà fait leurs preuves. On a des partenaires institutionnels pour les démarches des entreprises, comme le ministère du Développement durable, l'ADEME ou d'autres organismes. Et enfin, il y a aussi des outils normatifs qui permettent de mettre en place des plans d'action ambitieux et opérationnels. Pour les démarches biodiversité, c'est un sujet qui aujourd'hui est un peu plus naissant pour les entreprises à leur prise en compte. Et donc, on a quelques outils, j'en redirai un mot tout à l'heure, hein, comme le BEVI ou le SR, qui sont qui permettent de faire une première approche du sujet biodiversité pour les entreprises. Les partenaires institutionnels sont un petit peu moins nombreux. On a le ministère du Développement durable, peut-être une future agence française de la biodiversité. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils normatifs sur le sujet de la biodiversité pour mettre en place des plans d'action. Alors tout d'abord, pour rentrer un peu plus précisément dans le sujet, je vais vous proposer de faire un petit sondage qui est le suivant. Donc normalement, il y a un sondage qui s'affiche à votre écran. Et pour essayer de prendre un petit peu la température parmi les participants, je vous propose de répondre à la question suivante. En tant que chef d'entreprise, vous engageriez-vous dans une démarche de mise en place d'une stratégie biodiversité? Donc, je vous invite à répondre oui ou non sur l'écran qui s'affiche en ce moment même. Je reprends mon slide. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Alors, je vais fermer le sondage s'il y a des derniers qui veulent répondre. Voilà, je ferme le sondage. Et donc, je vais partager les résultats du sondage. Donc on voit que vous êtes relativement motivé pour mettre en place une démarche biodiversité. On a plus de 80% des répondants qui ont mis oui à cette question-là. Euh, donc c'est plutôt pas mal. On voit que ce sujet a un certain attrait aujourd'hui pour les entreprises. Donc je vais reprendre ma présentation. Donc pour cette introduction, alors peut-être pour essayer de casser un petit peu des idées reçues, quand on parle de biodiversité, souvent on a en tête ces images-là, hein, des ours blancs, des girafes, des tortues. Pourtant la biodiversité, c'est aussi des animaux qui sont pas forcément aussi sympathiques à regarder et qui peuvent être tout aussi utiles ou intéressants d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue de la recherche, par exemple. Il y a aussi tout le monde microbien, bactériologique, des micro-organismes qui ont aussi des propriétés tout à fait intéressantes. Par exemple, en haut à gauche, vous pouvez retrouver un petit organisme qui s'appelle un tardigrade et qui a une particularité, c'est que s'il y a des changements forts dans l'environnement autour de lui, en fait, l'organisme peut se mettre en veille pendant plusieurs milliers d'années et se réveiller après quand les conditions sont plus favorables. Donc on voit que voilà, il y a des choses qui sont quand même un petit peu exceptionnelles dans la biodiversité. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la biodiversité, c'est pas uniquement des espèces, c'est aussi des interactions qu'on trouve entre toutes ces espèces à différents niveaux. Donc, diversité génétique, la diversité des espèces qu'on peut retrouver, donc on a plus l'habitude d'avoir en tête, et enfin la diversité des écosystèmes également, hein, les différences qu'il peut y avoir entre une forêt, une zone humide ou un écosystème urbain, par exemple.
Donc la biodiversité, c'est tout ça à la fois, et c'est surtout les interactions qu'on peut retrouver entre les différents organismes vivants. Et donc on peut arriver à dire qu'il y a un seul système vivant sur Terre, dont la brique élémentaire est l'ADN. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de biodiversité. Une autre manière d'aborder la biodiversité et faire le lien avec le monde économique, c'est cette image. Euh, donc, il nous montre qu'en fait que la plupart de nos objets du quotidien ou produits proviennent directement de la biodiversité. Hein, donc, c'est relativement facile d'avoir ça en tête pour le fromage ou le pain, qui vient d'ailleurs d'une coopération entre différents organismes. Euh, pour faire du fromage, il faut du lait transformé par des bactéries. Pour avoir du lait, il faut une vache. Pour avoir une vache qui fait du lait, il faut de la bonne herbe. Et pour avoir de la bonne herbe, il faut des bons micro-organismes dans le sol qui permettent du coup d'avoir une chaîne de qualité. Donc là, on voit un peu l'interaction qu'il peut y avoir entre ces différents organismes, mais également le tissu, hein, qui a permis de faire la nappe, provient de la biodiversité, probablement également la teinture qui a permis de faire la couleur rouge. Et pour faire le lien un peu plus fort avec les démarches climat, on peut même dire que la chaîne en plastique provient de la biodiversité, puisque c'est issu du pétrole, le pétrole provenant d'une décomposition de la biodiversité du passé, comme vous le savez. Donc voilà, on peut se rendre compte du coup les liens directs entre l'économie, les activités des entreprises, mais également la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes. Alors pour poursuivre ce lien entre économie et biodiversité, on parle souvent de services écosystémiques. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être tous les biens et services que les sociétés humaines peuvent récupérer ou bénéficier de la nature. Donc, par exemple, les services d'approvisionnement, donc la nourriture, les fibres, par exemple le bois, les choses comme ça, mais aussi les services de régulation. Donc là, on fait aussi le lien avec le climat, la régulation climatique, la pollinisation, dont on parle beaucoup quand on parle de biodiversité, mais également les services culturels comme les valeurs éthiques ou l'écotourisme. Donc, un tas de services qui sont rendus et qui sont produits gratuitement par les écosystèmes et dont les entreprises, les sociétés humaines bénéficient. Ensuite, souvent, quand on parle de changement climatique, on a tendance à le prendre comme un sujet en tant que tel, alors que pourtant c'est un sujet qui est en interaction très forte avec la biodiversité. Quand on regarde en bleu les facteurs d'érosion de la biodiversité, il y en a 5, dont le changement climatique. Et c'est un sujet qui est donc, ce sont deux sujets qui sont en interaction les uns avec les autres, en interaction avec les activités humaines. Donc on ne peut pas s'occuper uniquement d'un sujet sans prendre en compte les autres, puisque comme ils sont en interaction, une modification du climat va avoir une modification sur la biodiversité, une modification de la biodiversité va avoir en rétroaction potentiellement un effet sur le climat. Et c'est la même chose pour les sociétés, les activités humaines. Et donc il est important d'avoir cette approche transversale d'interrelation entre ces enjeux. C'est un peu ce qui est le message clé qui est au centre de cette présentation. Alors un exemple sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité, typiquement, on peut voir dans cette étude que plus de degrés de température, ça va impacter l'organisation et la répartition des espèces dans l'océan. Par exemple, on va avoir moins 10% dans les régions chaudes et puis plus 300% dans les régions polaires en type d'espèces. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une réorganisation de l'écosystème marin, ce qui va avoir un impact direct sur l'économie, les entreprises, puisque ça va devoir demander à modifier potentiellement les pratiques de pêche, puisqu'on va avoir pas les mêmes espèces, pas au même endroit, et donc derrière, potentiellement des zones où on va détruire de l'emploi et d'autres zones où peut-être on va pouvoir en créer. Donc pour toute entreprise, c'est important. Dans la démarche biodiversité, ça permet de remonter aussi au sujet de la dépendance et de la vulnérabilité au changement climatique. Un autre exemple sur le changement climatique, on parle beaucoup d'adaptation et d'atténuation. La biodiversité est un des meilleurs outils pour l'atténuation et pour également l'adaptation. Évidemment, plus on a des systèmes et des écosystèmes qui sont diversifiés, plus on a une capacité de la nature, je dirais, à s'adapter au changement climatique. Donc c'est tout l'intérêt de préserver la biodiversité. Voilà. De la même manière, pour l'atténuation, on a beaucoup de solutions basées sur la nature qui permettent, par exemple, de capter du CO2 ou de maintenir des services écosystémiques. Donc on a vraiment ce lien fort entre les deux sujets. Et enfin, un dernier exemple, on a pu voir ces dernières années des démarches climat qui étaient centrées sur les démarches carbone et qui du coup étaient un peu contre-productives pour les enjeux de biodiversité. On a beaucoup entendu parler des monoplantations
par exemple pour stocker du CO2, ce qui avait un impact derrière négatif sur la biodiversité, puisqu'on homogénéisait des écosystèmes, on faisait baisser des nappes phréatiques par exemple, et on détruisait des habitats. On avait des systèmes qui étaient peu résilients et donc qui pouvaient difficilement s'adapter aux changements globaux. Un autre exemple, quand on fait un bilan carbone, on a tendance à dire sur les transports que le fret maritime est la meilleure solution. Si on n'a que cette vision-là, on risque de créer des dégâts sur la biodiversité, puisqu'on va transporter, par exemple, des espèces invasives d'un bout à l'autre de la planète. Et donc, typiquement, voilà, ça demande d'avoir vraiment une approche globale pour éviter d'avoir des solutions qui génèrent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Alors, deuxième partie, sur comment mettre en place une démarche biodiversité. Alors, pour nous, il y a sept grandes thématiques qu'il faut traiter quand on met en place une démarche biodiversité. La première, c'est la question du périmètre. Comme dans une démarche de bilan carbone, on se pose la question du scope 1, scope 2, scope 3. Pour la biodiversité, c'est la même chose. Il faut qu'on raisonne sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pas uniquement sur l'entreprise ou sur ses espaces verts. Il faut qu'on se pose la question des ressources, des matières premières, mais également de la fin de vie, des impacts que peut avoir la fin de vie sur la biodiversité. Il y a la question donc des dépendances, comme j'évoquais tout à l'heure. Toute entreprise dépend directement ou indirectement des écosystèmes. Donc il y a une analyse de dépendance à réaliser, une analyse des impacts. Ça, en général, c'est plutôt intuitif et c'est souvent par là que commencent les entreprises. Ensuite, s'intégrer dans une démarche stratégique, donc engager la direction, le top management sur le sujet pour prendre des positions ambitieuses. La question du coup des moyens et des résultats, donc mettre en place potentiellement par exemple un système de management, au moins des indicateurs, voilà, un tableau de bord pour structurer sa démarche biodiversité. La question évidemment des parties prenantes, puisque comme on a pu le voir, en travaillant sur la biodiversité, on travaille du coup avec les territoires, avec les écosystèmes, et donc si on parle de territoire, on va parler de parties prenantes sur ces territoires. On va parler par exemple d'autres entreprises qui peuvent impacter des écosystèmes auxquels dépend mon entreprise, et donc je vais avoir intérêt à développer une démarche partenariale de parties prenantes pour essayer de préserver les ressources desquelles je dépends. Et enfin, ce qui est très important, c'est la stratégie d'innovation pour savoir comment est-ce que j'intègre toutes ces analyses dans la transformation de mes produits et services, de mes process de production, et essayer d'avoir proposé des solutions à mes clients qui intègrent du coup, les enjeux de biodiversité et diminuent ainsi la pression sur les écosystèmes. Donc ça, c'est les grandes 7 thématiques qu'il faut avoir en tête quand on met en place une démarche biodiversité. Alors, un petit exemple rapide sur si on peut parler. Par exemple, une entreprise qui fabrique des outils de jardinage. Donc en amont, ces fournisseurs vont avoir des impacts, par exemple pour l'extraction des matières premières ou pour les processus de fabrication. Si on utilise de l'énergie, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre en fonction de son mix énergétique, mais également du coup des dépendances à certaines matières premières, comme par exemple le bois. Donc là, on voit le service écosystémique de production de bois, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Les activités en propre, ça va être évidemment les processus, est-ce qu'on utilise des produits qui vont générer des pollutions et donc qui vont avoir un impact sur les écosystèmes. Et puis en aval, on a d'autres types d'impacts. Par exemple, on peut inciter ses clients à avoir des modes de gestion de jardinage qui soient respectueux de la biodiversité. Et puis on va être aussi dépendant d'une certaine diversité d'espèces que l'on peut mettre dans son jardin en fonction des zones géographiques où l'on habite. Donc les outils qui peuvent vous aider à mettre en place ces démarches-là, il y en a un que je vous conseille d'utiliser en premier, qui est vraiment un très bon outil de sensibilisation qui est proposé gratuitement par le ministère du Développement durable, qui s'appelle EBEVI. Vous pouvez trouver le lien sur Internet. Donc, qui est intéressant puisqu'en fait, il reprend l'ensemble des services d'une entreprise. Donc, par exemple, RH management, le marketing, les achats, la finance, l'approvisionnement, la R&D, etc. Et sur chacun de ces services, il explique les enjeux de biodiversité et puis il vous propose un petit questionnaire pour savoir où vous en êtes et vous proposez ensuite un plan d'action. Donc c'est un outil qui est très bien pour pouvoir mobiliser au sein de son entreprise l'ensemble de ses collaborateurs et initier la démarche biodiversité. Ensuite, pour aller plus loin, un autre outil qui est disponible aussi sur Internet qui s'appelle le ESR, qui a été réalisé par le WBCSD et le WRI, donc deux institutions internationales, et donc qui lui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, un peu plus de finesse, qui est basé sur 5 étapes, donc qui reprennent un petit peu les étapes que j'ai présentées tout à l'heure.
la définition du périmètre du projet. On identifie les services écosystémiques dont on est dépendant et on détermine aussi les impacts qu'on peut avoir sur les écosystèmes. On fait une analyse prospective de leur évolution, donc là ça fait le lien aussi avec la démarche bilan carbone, puisque dans les démarches de bilan carbone, on fait aussi des analyses un peu prospectives, notamment pour voir sa vulnérabilité dans le futur. On en déduit les risques et les opportunités pour l'entreprise, et enfin on élabore des stratégies en interne avec ses parties prenantes, et même parfois au niveau institutionnel ou territorial, pour essayer de se prémunir d'un certain nombre de risques. Ensuite, la démarche est relativement classique. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, il s'agira de mettre en place une démarche d'amélioration continue qu'on appelle classiquement PDCA et qui collera tout à fait avec les démarches que vous avez pu mettre en place sur la démarche carbone. Deux petits points qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus loin, c'est le travail avec donc les parties prenantes comme je l'évoquais tout à l'heure. Même dans une démarche carbone, on incite, notamment quand on travaille sur le scope 3, à avoir une démarche partie prenante. C'est tout à fait la même chose avec la biodiversité, comme on a pu le voir. Comme le climat est un des enjeux d'érosion de la biodiversité, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin. Un autre enjeu, c'est l'innovation. Donc on a par exemple le biomimétisme, qui est une démarche qui consiste à s'inspirer de la biodiversité, du fonctionnement de la nature, pour trouver des solutions à nos problèmes techniques. Donc, des exemples certains connus comme le centre au Zimbabwe qui a été créé en respectant, en s'inspirant des flux d'air que l'on trouve dans les termitières et qui permet d'avoir un bâtiment qui a une température constante sans quasiment aucune consommation d'énergie, ce qui est relativement intéressant vis-à-vis de notre problème de changement climatique par exemple, ou encore les charclettes que l'on trouve sur les avions qui ont été qui sont inspirés des formes des ailerons de requins et qui permettent de diminuer les consommations de carburant des avions. Donc on voit encore le lien direct qu'on peut avoir avec sa démarche climat. Et puis un autre exemple, c'est la petite éponge que j'ai mis en bas à gauche, qui permet au fond des mers, enfin une éponge qui est capable de construire des petites structures en verre. Donc on voit qu'il y a des solutions techniques qui sont qu'on peut trouver dans la nature et dont on peut s'inspirer pour nos industries. Alors, je vous propose un petit sondage pour... Hop, voilà, ça va s'afficher sur vos écrans. Donc, à votre avis, pour quelles raisons pourriez-vous engager une démarche biodiversité? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage. Voilà, donc vous avez 5 possibilités de réponse. Voilà, je vois qu'il y a 30% des gens qui ont répondu, ça augmente. Voilà, on est presque à 80% de réponse. Encore quelques secondes pour terminer. Donc, je vais fermer le sondage. Voilà. Hop. Donc, on peut voir que bon, les réponses sont assez disparates. Alors certains considèrent qu'il est important de s'engager dans une démarche de diversité pour des questions éthiques. D'autres parce qu'ils ont compris l'intérêt aussi pour leur entreprise. Certains le font plus pour des questions d'image. C'est vrai que c'est un sujet qui est sous les feux de la rampe en ce moment, donc ça peut être intéressant. Et puis d'autres plutôt pour des questions réglementaires. Donc c'est vrai que la réglementation, c'est la suite de mon propos, est aussi un facteur dans certains secteurs d'activité d'engagement de démarche biodiversité. Donc, merci pour vos réponses. Je vais reprendre la dernière partie de ma présentation. Voilà. Donc pourquoi s'engager dans une démarche biodiversité? Donc en lien avec sa démarche climat, évidemment, vous avez compris, c'est le centre de cette présentation-là, puisqu'il y a différents niveaux. Donc on a déjà un contexte réglementaire qui est de plus en plus fort sur ces sujets. On voit au niveau France la loi sur la transition énergétique, qui fait d'ailleurs plusieurs références à la biodiversité et aux écosystèmes, mais également la loi sur la reconquête de la biodiversité, qui est en cours de discussion actuellement par les parlementaires. L'article 225 du Grenelle 2 qui demande aux entreprises de plus de 500 salariés de réaliser un rapport de développement durable dans lequel figure un indicateur biodiversité. Donc ça a été un facteur assez fort d'engagement d'entreprise.
et puis la future agence de la Française pour la biodiversité qui pourrait être évidemment un levier. Au niveau international, on voit aussi que les grandes conventions sont la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la désertification et la Convention sur la diversité biologique. Donc on voit que ces enjeux sont vraiment les enjeux prioritaires d'un point de vue environnemental, à mon sens, dont doit s'occuper l'entreprise. Voilà, donc pourquoi encore s'engager dans une démarche biodiversité? Donc il y a évidemment les risques réglementaires et juridiques qu'on vient d'évoquer, mais également les risques opérationnels. Si vous dépendez d'une ressource et qu'elle perd en qualité ou en quantité, ça peut vous poser des problèmes opérationnels. Pour des questions de réputation et d'image, ça a été évoqué dans le sondage, mais également pour des questions d'innovation, pour vous différencier de vos concurrents. Et puis aujourd'hui également la question du financement avec la progression des démarches ISR, un investissement socialement responsable, où les critères environnementaux prennent de plus en plus d'importance. Voilà, donc pour moi, ce sera, pour introduire ma conclusion, les démarches biodiversité sont un peu centrales dans les démarches environnementales des entreprises, puisqu'elles font le lien avec à la fois les pollutions, à la fois avec la santé, à la fois avec la politique eau et la politique climat. Donc c'est vraiment un moyen de mettre de la transversalité dans sa démarche environnementale et de lui redonner un nouveau souffle. Alors je vous ai mis quelques exemples que je ne détaillerai pas tout de suite puisque le temps touche à sa fin, mais donc voilà des entreprises qui, grâce à une démarche biodiversité, ont pu trouver des risques qu'elles n'avaient pas forcément identifiés lorsqu'elles gardaient des politiques environnementales plus classiques, entre guillemets. Donc des grands groupes, mais également des PME avec qui on a travaillé et qui ont pu voilà, travailler sur l'ensemble de leur chaîne de valeur pour trouver des enjeux et surtout trouver des risques, des opportunités et des moyens de se différencier. Donc on avait une PME qui travaillait dans le secteur agroalimentaire et donc on a pu travailler avec eux sur l'ensemble des enjeux de leur chaîne de valeur. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, on a publié récemment une étude sur la stratégie biodiversité du CAC 40 que vous pouvez trouver sur Internet et qui reprend un petit peu les différentes démarches, les points forts, les points d'amélioration et qui vous donneront un petit peu des idées également pour lancer vos démarches biodiversité. Donc merci de votre attention jusqu'à présent. Donc je vous propose de passer à la réponse de quelques questions donc, qui ont été sélectionnées parmi celles qu'on a eues jusqu'à maintenant. Donc Maximilien qui a suivi les questions reçues. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser hein, dans le petit onglet qui est sur le côté de votre tableau de bord. Vous pouvez continuer à poser des questions. Et donc Maximilien va en sélectionner quelques-unes auxquelles je vais répondre tout de suite. Oui, donc on a plusieurs questions. Donc, la première, notamment sur des secteurs qui peuvent être, pour lesquels c'est moins évident d'adopter des démarches biodiversité, par exemple autour du secteur de l'aéronautique, quel peut être l'exemple d'action biodiversité en lien avec le climat qui peut être mis en place par ce secteur. Alors bon, typiquement un exemple qu'on a pu voir tout à l'heure dans la présentation sur l'histoire des charclettes qui permet de réduire donc via une stratégie d'innovation en lien avec la biodiversité, on a pu avoir un impact positif sur le bilan carbone de l'entreprise. Donc typiquement ça c'est des secteurs de haute technologie qui peuvent tout à fait travailler d'une part sur la démarche d'innovation, donc avec cet exemple-là, mais on peut en trouver d'autres. Pour continuer à illustrer mon propos, il y a les derniers TGV au Japon se sont inspirés dans la forme du nez du TGV, du bec de Martin Pêcheur, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une pénétration à l'air qui était très très faible, donc ce qui a permis également de réduire les consommations d'énergie et du coup directement les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut voir là que d'avoir une sensibilité à la biodiversité permet également de trouver des solutions, par exemple à ces enjeux énergie et climat. Alors ensuite, on a une question sur les standards d'impact biodiversité. Est-ce qu'il existe ce type de standard semblable au facteur d'émission, mais dans le cas des extractions de matières premières, par exemple? Alors aujourd'hui, alors des standards, à ma connaissance, il n'y a pas encore de base de données au sens des bases de données carbone, et c'est un peu tout l'enjeu des travaux de recherche actuels,
puisque à la différence, à la différence d'une démarche de bilan carbone, où on peut considérer qu'émettre une tonne de gaz à effet de serre à n'importe quel endroit de la planète, ça a le même impact sur le changement climatique, les impacts vont être différents en fonction de la zone où vous vous trouvez dans la planète et en fonction des écosystèmes qui sont présents. Et donc ça demande d'avoir une approche qui est en fait géographique, puisque les enjeux vont varier d'une zone géographique à l'autre. Et donc ça demande de retravailler un peu les outils classiques, comme par exemple l'analyse de cycle de vie ou le bilan carbone, puisqu'on doit avoir une approche territoriale des enjeux. Voilà. Donc aujourd'hui les outils sont en train d'être développés. Donc il y a des premiers secteurs qui ont commencé à prendre en main le sujet, mais ça reste quand même des démarches qui sont un petit peu naissantes dans la structure des outils. Alors ensuite, on a une question sur l'adaptabilité de ces outils pour les collectivités territoriales. Est-ce que les outils présentés sont adaptés aux collectivités ou est-ce qu'il y a des outils plus pratiques pour les collectivités? Alors, en France, on a la chance, je dirais, d'avoir des politiques publiques de biodiversité qui sont un petit peu ambitieuses. Il y a la politique Trame verte et bleue, donc qui est tout à fait adaptée aux collectivités, qui est justement sur la reconstruction des continuités écologiques. Après, les outils que j'ai présentés aujourd'hui sont pas en tant que tels utilisables par les collectivités. Cela dit, on peut tout à fait les décliner. Donc aujourd'hui, j'ai présenté l'outil EBEVI qui est en train d'être décliné en version collectivité par le ministère. Donc de mémoire, là, ils doivent être sortis en ce moment ou très bientôt en tout cas. L'exemple de l'outil ESR que j'ai présenté qui va d'aller plus loin sur les services écosystémiques, il peut être avec quelques adaptations utilisé par des collectivités. Typiquement, nous on a travaillé avec plusieurs régions et même des petites collectivités, communautés d'agglomération, justement sur une approche par les services écosystémiques des territoires. Et donc qui permettait de comprendre les enjeux de biodiversité d'un territoire, les interactions entre les différents acteurs économiques, les citoyens et les écosystèmes, et du coup de proposer une stratégie biodiversité innovante, du coup voilà, en lien avec les concepts que j'ai présentés. Et enfin, une dernière question autour des incompatibilités entre les politiques biodiversité et les politiques climat. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où ces deux politiques sont incompatibles? Sûrement. Sûrement, comme peut-être un exemple qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est la biodiversité, comme la question des échelles de temps qui est importante à avoir en tête, puisque des écosystèmes mettent du temps à s'adapter, mettent du temps à se développer. Et donc typiquement sur l'exemple de la reforestation, on essaie de faire de la captation de carbone. Si on a des systèmes plus diversifiés, à court terme c'est peut-être moins efficace. À long terme, on sait que c'est plus efficace et surtout plus résilient. Donc là, on peut effectivement, en fonction de l'échelle de temps, avoir, je sais pas si on peut dire une incompatibilité, mais en tout cas un questionnement à avoir. Et après, tout l'enjeu de la démarche pour l'entreprise, c'est justement de trouver ces points un petit peu de complexité et de travailler avec ses parties prenantes pour essayer de trouver des solutions qui soient les plus responsables, si je puis dire.